Aux origines politiques et économiques de notre temps. Tel est le sous-titre du livre qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce livre, c'est La Grande Transformation, qui paraît en 1944. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée et produit encore ses atrocités. Son auteur, l'économiste et historien Karl Polanyi, veut chercher à expliquer comment le fascisme a pu naître et provoquer un tel désastre. Pour cela, pour lui, il faut revenir dans le passé et étudier comment la société a été profondément chamboulée par la recherche de la mise en place d'un idéal utopique, celui d'un marché autorégulateur promu par le libéralisme économique. Bienvenue dans ce 24e épisode de Dédicto, et c'est parti donc pour aller voir de plus près La Grande Transformation de Karl Polanyi. On pourrait résumer la thèse du livre de Polanyi en 3 grandes idées. D'abord, l'idée d'un marché autorégulateur, promu par le libéralisme économique, n'est pas naturel et n'est pas l'aboutissement d'un progrès humain et d'une soi-disant tendance à l'échange. Ensuite, et cette thèse est liée de près à la première, un marché autorégulateur qui s'ajuste lui-même est purement utopique. Mais on a tenté de le penser comme réel durant la plus grande partie du XIXe siècle. Et enfin, troisièmement, l'échec de cette utopie a entraîné par réaction une grande transformation qui donne son titre au livre, à savoir la mort du libéralisme économique et l'avènement du fascisme. Pour déployer son argumentaire, Polanyi divise son livre en 3 parties. La première s'intitule « Le système international ». Elle est consacrée à l'étude de la manière dont on a tenté en vain de mettre en place un marché autorégulateur à travers plusieurs institutions. La deuxième partie porte sur les origines sociales, historiques et idéologiques qui ont amené à penser l'idée d'un unique grand marché et, à travers ce nouvel imaginaire, à transformer profondément les structures sociales. Enfin, la dernière et troisième partie montre les conséquences désastreuses de cette idée et comment elle a conduit par une série de mesures et de contre-mesures à l'avènement du fascisme. Dès le début de la première partie, Polanyi annonce d'emblée « La civilisation du XIXe siècle s'est effondrée ». Ce livre traite des origines politiques et économiques de cet événement, ainsi que de la grande transformation qu'il a provoquée. Cette civilisation, c'est celle d'un système qui reposait pour Polanyi sur 4 institutions. L'équilibre des puissances internationales et colonisatrices qui permettait une paix relative. Deuxièmement, la mise en place de l'étalon or au niveau international. Dans ce système, chaque unité de compte de n'importe quelle monnaie équivaut à un poids fixe en or, ce qui uniformise chaque monnaie au niveau mondial. Troisièmement, l'existence utopique d'un marché autorégulateur, ce dont va parler tout le livre. Et enfin, quatrièmement, un État libéral. Pour Polanyi, c'est la pensée même qu'il puisse exister un marché autorégulateur qui a fondé les 3 autres institutions. Mais l'équilibre des puissances, qui s'est rompu avec la Première Guerre mondiale, ne pouvait assurer la paix si le système économique s'effondrait. Cet équilibre a fonctionné pour Polanyi pendant presque 100 ans. Dans les principaux pays européens, de 1815 à 1914, une paix relative a été entretenue, les périodes de guerre étant réduites dans le temps. Cette paix relative a été produite par un équilibre des puissances. Cela s'est fait grâce au rôle notamment de la haute finance, qui a visé non la paix mais le profit. La paix étant la condition bien sûr qui permettait de poursuivre la recherche du profit. Polanyi précise bien que si le commerce et la finance ont accompagné les guerres coloniales, ils ont permis d'éviter un conflit entre les puissances colonisatrices. L'équilibre des puissances s'est rompu donc à l'aube de la Première Guerre mondiale, quand 2 blocs ont commencé à se faire face sans qu'un troisième puisse venir arbitrer le conflit. Dans ce nouveau cadre, la finance est devenue impuissante et la guerre a éclaté. On s'est alors demandé comment l'ancien système de paix fondé sur l'utopie d'un marché autorégulateur pouvait revenir. La première solution mise en place a été celle d'un désarmement des vaincus, qui n'a pas vraiment été efficace. La seconde a visé à rétablir simplement l'ancien système économique, mais cette option a entraîné des conséquences désastreuses. Polanyi expose dès lors la thèse principale du livre et je cite « Les origines du cataclysme résident dans l'entreprise utopique
par laquelle le libéralisme économique a voulu créer un système de marché autorégulateur. Autrement dit, le fascisme et le totalitarisme découlent de l'utopie libérale et de son effondrement. Et Polanyi, à cet égard, a une formule forte et ramassée. Pour comprendre le fascisme allemand, nous devons revenir à l'Angleterre de Ricardo. Il faut donc aller chercher les origines du déclin du libéralisme dans l'Angleterre du XIXe siècle. Et c'est ce à quoi Polanyi va s'atteler dans la deuxième partie intitulée « Grandeur et décadence de l'économie de marché ». Avant d'arriver au XIXe siècle, Polanyi fait étape pendant la révolution industrielle du XVIIIe siècle, qui voit une amélioration des instruments de production et des biens en même temps qu'un changement profond dans la société et dans la manière de vivre en commun. Mais tout cela amène à retourner encore davantage dans le passé, pour s'intéresser au mouvement des enclosures qui commence dès la fin du XVe siècle. Les enclosures désignent le moment où les terres communes utilisées par les habitants d'une même communauté vont être clôturées et être privatisées, dans le but notamment de transformer des terres cultivées en pâturage pour les moutons dont on vend la laine. Mais cela se fait, comme le montre Polanyi, au prix de violence et d'intimidation, de destruction de maisons, de bouleversements sociaux qui transforment les paysans en mendiants et voleurs. Les améliorations promises, sur certains aspects, ne pouvant aboutir que dans un système de marché encore inexistant. Et le même processus se répète avec la révolution industrielle et l'introduction de machines de plus en plus sophistiquées au niveau de la production. Pour Polanyi, que ce soit avec le mouvement des enclosures ou l'usage des machines qui implique de repenser l'organisation de la production, des améliorations attendues au point de vue purement économique se produisent toujours au prix de violents bouleversements sociaux. Dans ce cadre, la révolution industrielle va créer les conditions qui vont permettre de penser à l'idée d'un grand marché unique dans lequel tous les marchés devront être interconnectés et finir par s'autoréguler. Et comment cela se produit-il? Eh bien, la société encore agricole commence à utiliser des machines complexes et plutôt chères qu'il faut rentabiliser. Pour cela, il faut s'assurer que les marchandises produites se vendent et que les matières premières qui alimentent les machines soient toujours disponibles. Mais cela ne vient pas naturellement. Il faut donc créer les conditions d'un marché utilisant les machines de manière rentable. Il ne s'agit plus alors de produire des choses de manière à pouvoir subvenir aux besoins de la société, mais de produire des choses pour le profit et la rentabilité. Le mobile du gain, écrit Polanyi, doit alors se substituer à celui de la subsistance. Des choses qui n'étaient pas marchandises, comme la force de travail ou la nature, doivent s'insérer dans le marché, et on va y revenir. Mais avant de poursuivre l'histoire de l'utopie libérale du marché autorégulateur, Polanyi veut montrer comment celle-ci s'est constituée en étant pensée de manière prétendument naturelle. On entre ici dans un moment central du livre de Polanyi, en ce qui concerne la manière dont on conçoit l'économie à présent en général. Allons voir ça de plus près. Le but va être donc de produire un système autorégulateur qui se gouverne seulement par les prix du marché. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'économie va être destinée à être placée au premier plan, comme quelque chose de naturel qui va de soi. Ainsi, pour un Adam Smith, la propension à échanger est au fondement de l'économie de marché dans laquelle chacun vise son intérêt. Cette économie constituerait alors le résultat naturel d'une évolution qui débuterait depuis le début de l'humanité et l'usage général du troc. Mais comme le souligne Polanyi, tout ceci est un mythe démonté par l'anthropologie, mais pourtant repris par de nombreux auteurs depuis Smith. L'erreur de Smith, son interprétation erronée du passé, écrit Polanyi, s'est plutôt révélée comme étant annonciatrice de l'avenir. En effet, Smith et ceux qui l'ont suivi ont projeté dans le passé et sur l'ensemble des cultures les mécanismes d'un marché autorégulateur pour faire de ce dernier l'étape ultime d'un progrès économique. L'anthropologie montre donc à l'inverse que ce sont davantage les relations sociales qui englobent l'économie que l'inverse. L'homme agit de manière, non pas à protéger son intérêt individuel, à posséder des biens matériels, mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits sociaux, ses avantages sociaux, écrit Polanyi. En bref, dans la majeure partie de l'histoire humaine, l'économie a toujours été placée en retrait et n'a servi que d'instrument en vue d'autres buts. A l'inverse, dans la société libérale et capitaliste,
Ce sont ces autres buts sociaux qui servent d'instrument à l'économie, qui est placée donc comme institution prévalant sur toutes les autres. Comme l'anthropologie a pu le montrer, dans des sociétés non occidentales ou pré-capitalistes, on trouve des principes qui ne sont pas fondés sur les mobiles économiques de la recherche du gain. Et ces principes sont la réciprocité, la redistribution et l'administration domestique. Le principe de réciprocité se fonde sur une organisation sociale caractérisée par un modèle institutionnel de symétrie. Les échanges sont établis à partir d'une logique de don et de contre-don que l'on peut résumer par la formule « donner, recevoir, rendre ». L'essai sur le don de Marcel Mauss est notamment consacré à ce principe. Le principe de redistribution est sous-tendu par une organisation sociale centralisée. Dans ce système, la production des biens est prélevée par une autorité centrale qui la redistribue à l'ensemble des habitants. On retrouve ce principe dans les sociétés de chasseurs, par exemple. Le principe d'administration domestique implique une organisation sociale autarcique. Il s'agit de produire des biens pour son propre usage. Dans ces trois cas qui peuvent se combiner entre eux à des degrés divers, les motifs des comportements de production des biens et des échanges ne sont pas économiques et fondés sur la recherche du gain, mais plutôt sur la coutume, la magie, l'honneur, la religion, etc. Pour Polanyi, ces organisations sociales ont perduré en Europe jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à qu'un nouvel imaginaire économique, fondé sur la recherche du profit, prenne la première place dans l'organisation sociale. Mais comment cela s'est-il donc passé ? Comment la société est-elle devenue un simple auxiliaire du marché? Comment est-on passé d'une société dans laquelle, comme le dit Polanyi, l'économie était encastrée dans les relations sociales, à une société dans laquelle ce sont toutes les relations sociales qui se sont encastrées dans l'économie? Pour comprendre cela, il faut étudier le passage de marché isolé à une économie de marché, ainsi que de marché régulé à un grand marché autorégulateur. Ce passage vers la concrétisation de cette idée s'est fait de manière totalement artificielle et a résulté de choix politiques. Mais au fait, revenons sur ce que c'est qu'un marché. Pour Polanyi, il s'agit d'un lieu de rencontre à des fins de troc, d'achat ou de vente. Il est à différencier du commerce, qui peut s'organiser selon d'autres modalités, comme celle, on l'a vu, de la réciprocité. Un commerce entre des peuples différents peut donc se faire sans marché, ou tout du moins à travers des marchés locaux ou lointains, mais toujours dépendants d'une vie sociale plus générale. Les êtres humains n'ont donc pas cherché avant la révolution industrielle à faire s'étendre les marchés aux dépens du reste. Cela ne s'est produit qu'avec l'apparition de l'idée d'un unique grand marché autorégulateur, conçu, comme le dit Polanyi, un système économique régulé et orienté par les seuls marchés. Cela implique une économie de marché pensée plus largement dans le cadre d'une société de marché. Dans une telle société, tout ce qui est destiné à être vendu et acheté sur le marché fonctionne par les prix. Aucune intervention politique ne doit venir influencer le fonctionnement de ce marché. Et cela signifie que l'État ne doit pas intervenir, par exemple pour fixer les prix, l'offre ou la demande, mais qu'il peut le faire seulement pour favoriser la prévalence du marché autorégulateur. Cela implique de tout transformer en marchandise, même ce qui n'a jamais été destiné à être vendu. À partir de cette nouvelle idée d'un marché autorégulateur, se produit une division jusqu'alors inédite et promue par le libéralisme économique, et qui va donc transformer complètement la manière dont la société s'organise. La sphère économique et la sphère politique doivent être divisées, être indépendantes l'une de l'autre. Aucune ne doit interférer dans l'autre. C'est ainsi qu'on comprend en quoi l'économie de marché implique l'existence d'une société de marché, une société qui ne fonctionne que par le marché. En tant que telle, la société doit organiser en marché tous les éléments permettant son fonctionnement. La vie humaine et le milieu naturel dans lequel chacun évolue doivent devenir des marchandises comme les autres. Il doit y avoir ainsi un marché du travail et un marché de la terre, mais également, ajoute Polanyi, un marché de la monnaie. Et on comprend maintenant pourquoi on a besoin de ces marchés du travail, de la nature, pour faire fonctionner les machines de la révolution industrielle de manière rentable.
Mais note Polanyi, une marchandise est définie comme étant un bien ou un service produit pour être mis en vente sur le marché. Or, la vie humaine n'a pas été faite pour être mise en vente en tant que force de travail. Et la nature n'existe pas pour être vendue, pour être parcelée. La monnaie, quant à elle, est un moyen d'échange, pas quelque chose qui se vend ou s'achète. De plus, la monnaie n'est pas produite en tant que telle. C'est une création qui s'opère par des mécanismes bancaires ou étatiques. Autrement dit, pour Polanyi, le travail, la terre et la monnaie sont des marchandises fictives. Mais il se trouve que ces fictions sont utilisées et réellement mises en circulation sur un prétendu marché autorégulateur. Cela signifie ni plus ni moins que la vie humaine et la nature doivent fonctionner selon les principes du marché. Mais comme le souligne particulièrement Polanyi, cela ne peut aller sans risquer de détruire les fondements mêmes de la société. Alors je vais citer longuement l'auteur car ce qui l'écrit ici semble toujours pertinent pour notre époque. La prétendue marchandise, qui a nom force de travail, ne peut être bousculée, employée à tort et à travers, ou même laissée inutilisée, sans que soit également affecté l'individu humain qui se trouve être le porteur de cette marchandise particulière. Dépouillés de la couverture protectrice des institutions culturelles, les êtres humains périraient, ainsi exposés à la société. Ils mourraient, victimes d'une désorganisation sociale aiguë, tués par le vice, la perversion, le crime et l'inanition. Et pour la Terre, Polanyi poursuit, la nature serait réduite à ses éléments. L'environnement naturel et les paysages souillés, les rivières polluées, la sécurité militaire compromise, le pouvoir de produire de la nourriture et des matières premières détruit. Pour la monnaie, laisser le marché s'en occuper seul risque d'aboutir à des résultats désastreux, faisant alterner pénurie ou abondance d'argent en circulation. Ainsi, pour Polanyi, un système de marché autorégulateur qui a tout transformé en marchandise pour fonctionner ne peut que détruire la société dans sa globalité. C'est ainsi que la société, en suivant le mouvement vers l'instauration de l'idée de marché autorégulateur, va spontanément mettre en place des mécanismes d'autoprotection ou, plus précisément, des contre-mouvements. Le XIXe siècle, écrit Polanyi, a ainsi été l'histoire d'un double mouvement. Plus précisément, d'un mouvement qui visait à la création d'un unique et grand marché autorégulateur et d'un contre-mouvement qui venait réduire la marchandisation des marchandises fictives que sont donc le travail, la terre et la monnaie. Du côté du premier mouvement, le libéralisme économique a rencontré un obstacle dans l'existence de la loi de Spin-Hamland de 1795 qui venait donner dans chaque paroisse anglaise un revenu minimum pour les pauvres et ainsi contrecarrer la misère produite par les enclosures. Avec une telle loi, le marché du travail ne pouvait prendre son essor. Polanyi s'étend durant de longues pages sur les effets pervers de la loi de Spin-Hamland qui a démoralisé et entretenu la pauvreté plus qu'elle ne l'a corrigée. De nombreuses critiques libérales se sont élevées contre ce système pour donc créer les conditions d'une véritable société de marché. L'une d'elles est particulièrement centrale dans l'analyse de Polanyi. Elle provient d'un passage de Joseph Tonnesen dans sa dissertation sur les lois concernant les pauvres. Notons d'ailleurs que ce passage est réputé pour avoir à la fois inspiré l'idée de sélection naturelle à Darwin et les grandes thèses sur la population de Malthus. C'est dire l'influence de ce petit passage. Il s'agit d'une petite histoire concernant des chèvres et des chiens sur une île au large des côtes chiliennes. Un explorateur du nom de Juan Fernandez y dépose quelques chèvres pour se faire une réserve de nourriture. Au fil des années, la population de chèvres a considérablement augmenté et sert à présent à des équipages anglais qui viennent se ravitailler sur l'île, mais qui gênent la traversée de navires espagnols. Pour empêcher cela, les autorités espagnoles décident d'introduire sur l'île un couple de chiens pour chasser les chèvres. Très vite, la population de chiens grandit, mais les chèvres s'abritent sur des rochers escarpés. Seuls les chiens les plus forts peuvent alors parvenir à se nourrir, et seules les chèvres les plus insouciantes se font dévorer. Il en résulte un équilibre naturel par lequel on peut conclure, selon Tonnesen, que c'est la faim qui doit apprivoiser les animaux de toutes sortes,
y compris les êtres humains. Pour Tonnesen, les êtres humains qui ont faim, ce sont les pauvres. Et l'équilibre de la société doit donc être calqué sur l'équilibre naturel de l'île, des chèvres et des chiens. Les pauvres doivent avoir faim pour être encouragés à travailler. Il faut donc abolir les lois sur les pauvres qui les empêchent d'éprouver le manque de nourriture. La faim, voilà la loi universelle qui permet de fonder la société sur l'existence d'un seul marché autorégulateur. Il n'y a donc pas besoin de politique ou de gouvernement, puisqu'un marché du travail libéré permet à la nature de s'exprimer selon ses besoins primaires. Et voici donc comment, dans la lutte contre les lois sur les pauvres, est née dans les textes des libéraux la société économique distincte de l'État politique. Les lois du commerce, comme le dit Polanyi, sont posées comme étant les lois de la nature. C'est une même idée que l'on retrouvera chez des auteurs aussi différents que le traditionnaliste Edmund Burke ou l'utilitariste et réformateur Jeremy Bentham. Pour le premier, les lois de la nature sont les lois de Dieu, et pour le second, cela peut permettre d'opérer un traitement scientifique et économique des pauvres. Pour le libéralisme économique, la compassion peut bien sûr trouver sa place, mais elle doit être limitée pour ne pas freiner le marché du travail. Et c'est ainsi qu'en 1834, la loi de Spin-Hamland est abolie, et que cela ouvre la voie à la concrétisation d'un marché libre et autorégulateur. Le mouvement décrit par Polanyi ne va pas tarder pourtant à rencontrer ces contre-mouvements. C'est ce que Polanyi appelle l'autoprotection de la société contre les effets dévastateurs de l'extension du marché à toute la société. Ce contre-mouvement va donc être caractérisé par ce que l'on va appeler très vite l'interventionnisme. Cet interventionnisme va lutter contre le laisser-faire, qui va se constituer comme le dogme libéral au XIXe siècle. Dogme utopique, on l'aura compris, fondé sur le libre-échange, l'étalon or et le marché du travail. Du côté des ouvriers, il va s'agir de lutter contre une marchandisation totale du travail. Et du côté des conservateurs ou des paysans, les contre-mouvements vont aller contre le marché libre du sol, de la nature donc. De plus, le dogme libéral va entraîner un paradoxe plutôt cocasse que souligne Polanyi. En effet, au XIXe siècle, le laisser-faire a été pour lui totalement planifié, tandis que c'est l'interventionnisme qui a été mis en œuvre toujours au dernier moment et sans planification pour limiter les effets délétères du libéralisme. Polanyi va ainsi montrer que l'interventionnisme est en fait indispensable aux libéraux pour mettre en place le marché unique autorégulateur. L'intervention de l'État est nécessaire pour mettre en place le marché et il est nécessaire pour le maintenir. L'État peut faire appel pour cela à la violence, voire à la guerre civile. Les libéraux se contredisent donc quand ils vont à l'encontre de toute doctrine interventionniste, et qu'ils accusent les socialistes de collectivisme ou d'interventionnisme. Ce sont en effet aussi des libéraux qui ont proposé des politiques interventionnistes pour lutter contre les contrats libres d'association à l'encontre même du laisser-faire, notamment pour contrer les monopoles ou les syndicats d'ouvriers. Ce sont aussi des libéraux qui ont légiféré pour limiter les dangers liés à l'industrialisation. Sur ce sujet donc, les libéraux et les interventionnistes, on va dire, étaient d'accord. Parce qu'on peut aussi remarquer que, comparativement, des lois équivalentes ont été promulguées dans des pays aux doctrines politiques et économiques bien différentes. Ce paradoxe permet donc de souligner l'utopie libérale du marché autorégulateur, car celui-ci ne peut aller sans intervention, au contraire de ce que pensent des auteurs libéraux comme Spencer, Mises ou Lippmann. Dans un sens plus général, le contre-mouvement a donc dû suivre le premier mouvement libéral pour protéger la société du péril que pouvait présenter l'existence concrète d'un marché autorégulateur. Cela signifie ni plus ni moins que la société de marché ne peut aller sans ce double mouvement. Il est donc impossible d'arriver à un marché autorégulateur qui fonctionnerait de manière normale et telle qu'attendue. C'est cette impossibilité qui fait du marché autorégulateur une totale utopie. Dans la suite de son analyse, Polanyi montre que les contre-mouvements ne doivent pas être compris d'après une simple analyse qui réduirait une nouvelle fois le social à l'économie. Les contre-mouvements, dit Polanyi, ne sont donc pas le fait, comme une historiographie marxiste pourrait le laisser à penser, le résultat d'une lutte entre classes.
Polanyi met ainsi dos à dos libéraux et marxistes orthodoxes en pointant dans les deux doctrines l'existence d'un préjugé économiste qui réduit l'histoire des sociétés à une histoire simplement pensée en termes économiques. Comme l'a déjà montré Polanyi auparavant, ce n'est pas à proprement parler l'exploitation des prolétaires qui a produit le délitement social, causé par l'utopie d'un marché autorégulateur. Si la recherche de la mise en place de cette utopie a créé les conditions du bouleversement social, il ne faut pas, selon Polanyi, y voir seulement des causes et effets économiques. Le bouleversement est bien plus global. Il vient démolir les structures sociales pour utiliser la force de travail et extraire les ressources de la nature. C'est ainsi toute la société et sa base naturelle qui est menacée de destruction, non seulement au plan économique, mais aussi au plan culturel et social. Cela est donc produit par le fait qu'on veuille imposer une économie de marché à des sociétés organisées selon d'autres mobiles que ceux du gain et du profit. De plus, la destruction du social, c'est en même temps, dit Polanyi, la destruction de la nature. Le social est donc toujours intrinsèquement lié à son environnement naturel. C'est pourquoi Polanyi écrit qu'on ne peut pas séparer nettement les dangers qui menacent l'homme de ceux qui menacent la nature. On en revient donc aux contre-mouvements divers qui s'opèrent pour lutter contre les dangers du mouvement libéral vers le marché autorégulateur. Et on l'a vu, ces contre-mouvements sont comme une autoprotection de la société qui conduit toujours à l'intervention de l'État. L'idée de marché autorégulateur mène alors soit à des interventions libérales pour le préserver ou le concrétiser, soit à la destruction de la société, soit donc à des contre-mouvements d'autoprotection. Il ne pourra donc jamais exister en tant que tel, l'utopie de la société de marché est nécessairement vouée à l'échec. On arrive alors à la transformation décisive, qui est l'enjeu du livre de Polanyi. Comment cela a-t-il pu mener au fascisme? Dans la première partie du livre, Polanyi explique que la Première Guerre mondiale a mis un terme à une longue période de paix relative entre les grandes puissances et les États colonisateurs. Pour revenir à un système de paix, on a alors ensuite cherché à raviver l'économie de marché. Le socialisme conçu par Polanyi comme la tendance inhérente d'une civilisation industrielle à transcender le marché autorégulateur en le subordonnant consciemment à une société démocratique, s'est soldé par un échec. La peur qu'un tel système se concrétise et vienne réencastrer définitivement l'économie dans le social a produit de nouvelles tensions entre les ouvriers et les patrons propriétaires. Cette tension s'est retrouvée dans un conflit d'intérêts entre la démocratie parlementaire, derrière laquelle s'est retranché le parti ouvrier, et les capitalistes qui se sont efforcés de contrôler l'économie à travers l'industrie. La paralysie politique et économique est alors menacée. Il fallait sortir de cette situation intenable. Le conflit entre le capitalisme libéral et les institutions démocratiques a donc débouché sur une impasse qui semblait nécessiter une intervention nouvelle, celle du fascisme. Le fascisme pouvait surgir partout où la société de marché ne pouvait fonctionner. Il pouvait d'abord servir de contre-révolution menée contre les idéaux socialistes, puis en fonction de l'état du système de marché, rester effacé ou surgir véritablement. C'est ainsi qu'après la crise de 1929, la voie fut libre pour qu'il puisse parvenir au pouvoir. Le fascisme pouvait alors viser à détruire la démocratie et toute régulation. On peut décrire le fascisme, comme l'écrit Polanyi, comme une solution à l'impasse où s'était mis le capitalisme libéral, par une réforme de l'économie de marché réalisée au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques, à la fois dans le domaine des relations industrielles et dans le domaine politique. Le fascisme pouvait ainsi permettre de rééduquer les individus et de les empêcher de participer politiquement pour entraver le système économique. On en vient ainsi à la fin du livre, et à son dernier chapitre qui cherche à penser, comme l'indique son titre, la liberté dans une société complexe. On comprendra donc, au vu des analyses de Polanyi, que sauver la liberté implique un réencastrement de l'économie dans le social. Il ne s'agit plus de vouloir fonder les relations économiques et sociales sur le seul intérêt personnel,
Ce n'est donc pas l'économie qui doit primer sur le social et ses diverses dimensions culturelles ou morales, mais l'inverse. Il s'agit alors de repenser la paix et la liberté dans la société industrielle. Non en abolissant les marchés, mais en les soumettant à d'autres exigences que ceux du profit. Pour Polanyi, cela implique de se poser la question du pouvoir et de la contrainte que le libéralisme économique considère comme un mal. Ainsi, écrit-il, la planification et le dirigisme sont accusés d'être la négation de la liberté. Or, cette liberté n'est finalement que celle de la libre entreprise pour instaurer un marché autorégulateur. Liberté qui ne profite qu'à certains et qui est largement réduite pour la majorité du peuple. Or, comme a cherché à le montrer Polanyi tout au long du livre, c'est le mouvement vers la société de marché qui a provoqué les contre-mouvements contre elle. Et c'est ensuite la réaction des libéraux pour empêcher toute planification ou réglementation qui a mené à l'émergence du fascisme. Il faut donc accepter l'idée que la contrainte est nécessaire dans le champ économique pour préserver la paix et la liberté. De même que pour empêcher, comme on l'a vu, la destruction du social et de la nature. Si l'on veut éviter le fascisme, qui abandonne la liberté et glorifie le pouvoir, il faut se diriger alors vers un socialisme démocratique qui tient compte de la réalité du pouvoir dans la société, mais prend en charge de manière inconditionnelle ce que Polanyi appelle l'exigence de la liberté. Si le but est de créer le plus de liberté pour tous, alors il ne faut pas craindre le pouvoir ou la planification. Notons que pour Polanyi, la liberté qui est à repenser recouvre plusieurs aspects. La liberté morale, religieuse, la non-discrimination, mais aussi un droit à la non-conformité et à l'indépendance, qui peut faire penser à la manière dont John Stuart Mill conçoit la liberté dans son ouvrage du même nom. De manière plus globale, on voit en quoi ici Polanyi s'oppose clairement aux thèses d'un Hayek, d'un Mises ou encore d'un Popper, selon lesquelles la planification et l'interventionnisme risquent de mener vers le totalitarisme. Pour Polanyi, c'est bien tout le contraire. C'est le libéralisme économique comme idéologie d'un marché autorégulateur qui mène à la barbarie fasciste. Voilà pour ce gros morceau. Comme vous avez pu le voir, le livre de Polanyi comporte de nombreuses thèses et de nombreux détours qui empêchent d'en faire un résumé simple et relativement succinct. J'espère que vous avez quand même envie d'aller voir plus loin, car la perspective offerte par Polanyi vaut vraiment le coup. Et si ça vous dit aussi sur Polanyi, vous pouvez aller voir la vidéo de Patchwork sur la grande transformation également, ou encore les podcasts de Sociodyssée. Vous pourrez alors écouter notamment un petit dialogue entre Polanyi et Hayek. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser pour la sortir des recoins de YouTube, à commenter pour dire ce que vous pensez du livre, à tiper sur Tipeee ou Utip si ça vous dit. En août, vous pourrez retrouver les 2 dernières parties du livre audio de Rousseau. On se revoit en septembre pour un capsule sur les classes sociales et le début d'une nouvelle saison de Politicon. En attendant, plus que jamais, portez-vous bien.